RTL. Ces braves gens, les aventures de Jeanne, celle qui devint pirate, la tigresse de Bretagne, une histoire de femme et de ses deux enfants. RTL, la curiosité est un vilain défaut. Celle qui fut la terreur du royaume des Francs. Jusqu'à 22h, Sidonie Bonnec, Thomas Hugues. Jeanne de Belleville, Alfide de Gotland, Marie Reed ou encore Anne Bonny. Ce sont des femmes et leur point commun, c'est un caractère hors du commun, une ambition écrasante et surtout une drôle de vocation. Ce sont des pirates. Et oui Thomas, des femmes pirates, ça existe. On vous raconte leur destin exceptionnel avec l'historienne de l'art et l'archéologue Marie-Ève Stenui. Bonsoir. Bonsoir. Bienvenue dans notre curiosité. Elle est insatiable, vous allez voir. Alors des femmes pirates, ça existe vraiment? Oui, ça existe vraiment. On en connaît un certain nombre, mais il est très difficile de faire des statistiques, par exemple, parce que par la nature des choses, on ne connaît que celles pour qui l'affaire a mal tourné, forcément. Donc ce sont celles qui ont été arrêtées à un moment donné de leur existence ou qui ont été démasquées, ce qui souvent a mis fin à leur carrière. Mais donc ce sont celles qui ont laissé une trace quelque part dans les archives. Parce que pour nous, pirate, c'est plutôt un métier d'homme. Ça doit pas être facile de se faire sa place dans un tel milieu. Balafre, jambes de bois, enfin la totale quoi. Oui, c'est un métier masculin comme l'armée, comme la marine jusqu'à une certaine époque. Il n'empêche qu'il y a eu des femmes dans toutes les armées de terre et de mer. Et il y a des femmes chez les pirates et il y a des femmes chez les corsaires. Est-ce que ce sont des femmes qui ont pu garder leur féminité, ces femmes pirates, ou alors elles ont dû évidemment, pour se faire leur place, s'habiller comme les hommes? Mais ça dépend. Ça dépend à quelle époque et ça dépend dans quel milieu, dans quel pays. L'association femmes bateaux ne posait aucun problème, par exemple, aux Vikings. On sait par les sagas qu'il y avait beaucoup de femmes à bord, des femmes qui combattaient, des guerrières qui travaillaient avec leurs époux ou même en n'étant pas mariées, mais en tant que femmes. Et l'archéologie nous donne des informations aussi. On a trouvé la fameuse tombe de Osberg, qui est un bateau dans lequel une princesse viking a été inhumée avec ses armes. Donc tous ces indices nous donnent des informations mais dans d'autres là-dessus. Peuples ou civilisations, au contraire, les femmes étaient interdites à bord? Eh bien, ça a été le cas longtemps dans les marines occidentales. Oui. Disons que jusqu'à la fin du 18e et le début du 19e siècle, où on commence à avoir des femmes officiellement à bord. Et ça, on le découvre quand on étudie les demandes de pension, les rôles d'équipage, etc. Mais c'est vrai que c'est dans la marine, pardon, je vous interromps, officielle. Oui. Et dans la piraterie, du coup, vous nous dites, dans la marine officielle, il y avait quelques femmes, ou par exemple chez les Vikings, elles avaient leur place comme les hommes. Donc chez les pirates aussi, c'est ça? Chez les pirates aussi, il n'y a pas de raison. Et chez les Chinois, il n'y a pas de problème non plus. Les pirates chinoises qu'on connaît agissaient en tant que femmes. Mais les Chinois, les pirates en tout cas, avaient la caractéristique de travailler en famille. Ils vivaient sur leur bateau. Donc les femmes et les enfants étaient à bord, donc il était tout à fait naturel qu'à un moment donné, une femme prenne le commandement. Et quelles étaient les qualités reconnues des femmes pirates? C'était les mêmes que les hommes. Donc le stratagème, la force, le courage? Oui, et il en faut particulièrement quand on est une femme, parce que dans certains cas c'est tout de même pas très facile. Et les femmes ont parfois certaines qualités un petit peu inhérentes, peut-être. Je dirais pas à leur sexe, mais à la fonction qu'on leur attribue généralement. Par exemple, une des femmes pirates chinoises était une excellente stratège, mais c'était aussi une grande organisatrice. Et elle avait édicté tout un règlement en différents points, un petit peu comme une mère de famille nombreuse aurait fait pour réglementer tout son petit monde, pour que les choses se passent bien, mais avec quand même toujours une orientation vers le profit. Pour vous donner un exemple. Un pirate veut gagner de l'argent, que ce soit un homme ou une femme. Par exemple, il s'agit de Madame Ching. Elle avait évoqué la question du viol des prisonniers. Les pirates chinois font des prisonniers dans le but d'obtenir des rançons, donc c'est de la marchandise. Donc il n'était pas question d'abîmer la marchandise, donc de violer une prisonnière. Mais ça, c'était valable uniquement pour les prisonnières de haut rang, dont on savait que la famille allait pouvoir payer une rançon substantielle.
pour celles qui avaient la malchance d'être d'un milieu différent, on pouvait les violer, mais il fallait d'abord demander l'autorisation de l'économe et bien entendu payer une petite taxe qui tombait dans la poche de Madame Chilung. C'est pas parce que c'était une femme qu'elle était plus, disons, plus stricte envers le viol des prisonnières, mais tout ça a été mué par une histoire de gros sous. Début du 19e siècle, dans les années 1810. Mais partout où il y a mer ou océan, il y a pirates ? Partout où, non, pas partout où il y a mer, forcément. Partout où il y a commerce, partout où il y a des bateaux à prendre et des biens volés. C'est pour ça que la piraterie n'a pas de limite géographique. La piraterie est nécessairement liée à la mer ou il y a des pirates de terre ? Il y a, oui, moi, dans ce cas-là, on les appelle les bandits de grand chemin. Les bandits de grand chemin, oui, c'est ça. Parce que dans le livre que vous publiez, où vous racontez justement l'histoire de ces femmes aux éditions du Trésor, vous racontez que ce sont souvent des femmes, on va raconter leur destin tout au long de notre soirée, mais ce sont des femmes qui ont commencé à terre, à lever des armées à terre. C'est le cas d'une en particulier, Jeanne de Belleville. Mais elle est un cas un peu exceptionnel parce qu'elle n'avait a priori pas de raison de se lancer dans l'entreprise pirate. Elle a été mue par un sentiment de vengeance suite à l'exécution tout à fait inique de son mari qui a été injustement accusé de trahison. Et à quelle époque, pardon ? Là, nous sommes en 1493 et bon, ce qu'il faut se remettre un petit peu en mémoire, c'est qu'on est dans les premières années de la guerre de 100 ans, du moins de la première partie de la guerre de 100 ans, et que l'histoire se déroule en Bretagne et que la Bretagne, en plus de la guerre de 100 ans, subit la guerre de succession de Bretagne. Donc il y a en gros deux grands partis qui s'opposent, les Valois qui sont favorables au roi de France, qui est Charles VI de Valois, et les Montfort qui sont plutôt opposés. On reviendra dans le détail sur l'histoire de Jeanne de Belleville. Alors c'est difficile évidemment de faire des généralités. Vous nous expliquez qu'il y a des Vikings, il y a des Chinois, il y a des Français, mais est-ce qu'il y a une vocation, un élément un peu commun qui fait que ces femmes sont devenues pirates ? Parce que c'est quand même surprenant avec notre regard d'aujourd'hui des femmes pirates. Il y a un élément commun pour certaines, qui est la volonté, dans certains cas, de se sortir d'une vie misérable et de prendre un peu de l'ascendant sur son propre destin. Parce que bon, il n'a pas toujours été facile d'être une femme, c'est même pas toujours tellement facile aujourd'hui quand on a certaines ambitions. Et bon, pour certaines d'entre elles, c'est particulièrement le cas des Françaises et des Anglaises aussi, c'est une volonté d'avoir une vie différente et parfois, bon, au XVIIe siècle, il y a des périodes de famine, de grande misère, et c'est s'embarquer, c'était parfois le choix pour ne pas mourir de faim. Comme on ne peut pas s'embarquer en tant que femme, on se déguise en homme. Marie-Ève Sténuit, vous racontez ces histoires et ces portraits de femmes pirates. Est-ce que un destin de femme pirate est forcément plus romantique, romanesque qu'un destin d'homme pirate ? Je pense qu'il prend un caractère romanesque par sa rareté. Je pense parce qu'on n'est pas habitué à ce qui est des femmes on va raconter. Qui se comportent comme ça, et ça a donné lieu en fait à toute une série d'iconographies souvent très très fantaisistes qui s'en donnent à corps joie. Les écumeuses des mers, c'est le titre de votre livre et ça donne envie d'en savoir plus. On va vous raconter dans un instant le destin d'une princesse viking, Alfhild de Gotland. Restez avec nous sur RTL. Vous écoutez RTL. RTL, première radio de France. RTL. La curiosité est un vilain défaut. Thomas Hugues, Sidonie Bonnec. Ce soir, on part à la rencontre des femmes pirates qui ont marqué l'histoire. Marie-Ève Sténuit, vous êtes historienne de l'art, archéologue, et vous vous êtes passionnée notamment pour la princesse viking Alfhild de Gotland. Alors, on est en quelle année ? Dans quel pays ? Forcément dans le nord de l'Europe ? On est en Scandinavie, entre la Suède et le Danemark. Bon, ces frontières n'existent pas à l'époque. Et alors justement. Et donc à quelle époque ? Voilà, en parlant d'époque, c'est un peu difficile à préciser et c'est dû à en fait la source unique de cette histoire. En gros, on doit être vers le 5e siècle, 5e, 6e siècle. Alors pourquoi ne peut-on pas être précis ? Parce que tout ce qu'on sait de cette princesse, on le doit à un ouvrage qui a été rédigé des siècles plus tard, au XIIe siècle. En latin, enfin en bas latin,
latin du Moyen-Âge, par un auteur qui s'appelle Saxo Grammaticus. Et cet auteur a latinisé le nom d'Alfhild, et elle est connue aussi un petit peu dans l'histoire de la piraterie sous le nom d'Alvida, L-W-I-D-A ou V-I-D-A. Mais il s'agit de la même personne. Et pourquoi autant de temps pour raconter cette histoire? Eh bien, il faut se souvenir que les Vikings n'avaient pas d'écriture. Hormis quelques inscriptions runiques, donc des signes qu'on trouve sur des rochers ou sur des tombes, mais qui ne constituent pas des véritables textes et certainement pas des archives historiques. Le souvenir de leur histoire est transmis par les sagas. Et au XIIe siècle... Qu'est-ce que c'est une saga? Une saga, c'est un mythe. C'est une histoire que l'on raconte, un petit peu comme l'Iliade et l'Odyssée. C'est l'équivalent scandinave de l'Iliade et l'Odyssée pour la culture grecque. Donc qui se transmet par tradition orale, par transmission orale de génération en génération, c'est ça. Et donc l'histoire de cette princesse, elle vit comme ça de génération en génération en Scandinavie? Oui, et elle a été mise par écrit seulement au XIIe siècle par ce Saxo Grammaticus qui avait été envoyé dans la région par son évêque, dans le but justement d'essayer de recréer, de reconstituer l'histoire de la région. Donc Saxo Grammaticus a pris ça très sérieusement. Il est parti avec son baluchon. Il est allé rencontrer des gens, des vieux, et qui lui ont raconté toutes ces histoires. Et c'est ça qui constitue la base de son ouvrage et qui constitue pour nous la seule preuve entre guillemets écrite de l'existence de cette Alfhild. Alors, Alfhild de Gotland, elle naît dans quelle famille en Scandinavie? Quel genre de famille? C'est une princesse. Elle est la fille d'un roi et d'une reine, et elle est pas du tout destinée à la piraterie. Elle est élevée à la viking, donc d'une façon assez sportive, mais aussi d'une façon assez rude. Et on ne l'encourage pas beaucoup à batifoler. C'est-à-dire qu'on l'entraîne à la guerre déjà, Alfhild de Gotland? Les Vikings, c'était pas une civilisation très tendre, et les hommes comme les femmes apprenaient très tôt à se battre. On faisait pas vraiment de différence entre les deux, et c'était assez nécessaire à l'époque. Elle devait même, cette future femme pirate, Alfhild de Gotland, cacher sa beauté. Pourquoi et comment faisait-elle? C'est ce que raconte Saxo Grammaticus. C'est un auteur chrétien, alors il faut lui laisser un petit peu sa liberté, et c'est un petit peu le problème de cette source. Dans l'histoire que Saxo Grammaticus raconte, il y a quand même des passages qui sont pas tout à fait crédibles. Par exemple, il nous raconte que arrivé à l'âge de se marier, ses parents ont décidé qu'il fallait lui trouver un bon parti, mais il suffisait pas que ce soit un prince du même rang qu'elle, il fallait aussi qu'il passe une sorte de test. Et alors Saxo nous dit que la porte de la chambre de cette Alfhild était gardée par des serpents venimeux, 2 vipères, et que les prétendants... C'est assez courant. Mais c'est dissuasif, hein. Ça calme le prétendant, oui, ça c'est sûr. Paraît un peu absurde comme ça, mais en fait, si on pense à l'iconographie viking, les serpents, les entrelacs sont très présents. Donc, il y a toujours quand même un petit fond de réalité. Cela dit, devoir trucider de serpents. Différents prétendants se sont présentés, ont bien entendu échoué. Sauf un, peut-être. Ont été mordus par les vipères, jusqu'à ce qu'arrive le prince Alf de Danemark, qui lui, grâce à une ruse extrêmement astucieuse, arrive à vaincre les vipères. Il se revêt d'une peau de bête couverte de sang, ce qui excite évidemment le premier animal, qui crache son venin dans sa pelisse sans le blesser, ce qui lui laisse le temps de trucider le deuxième reptile. Donc, elle va se marier avec ce prétendant parce qu'il est très séduisant avec sa pelisse pleine de sang. Non, en plus, ce jeune homme est très bien. Il a le rang qui convient. Il plaît tout à fait à Alfhild, mais comme dans toutes les histoires, les choses ne sont pas simples. Et ses parents trouvent que finalement, ça a été un petit peu trop facile. Et font beaucoup de remontrances même à Alfhild, du moins dans la version que nous donne Saxo Grammaticus. Et il trouve qu'elle a une certaine tendance à céder un petit peu facilement. Tant et si bien qu'elle se trouve un petit peu prise entre deux feux, et que pour se donner le temps de la réflexion, elle décide de s'enfuir. Et c'est là qu'elle devient pirate. On pose les questions à double voix. Alors, dans une autre... là, non
dans une autre société, une autre civilisation, elle serait peut-être allée se cacher dans une chaumière ou s'enfermer dans un monastère, mais là, pas du tout. Elle se change, elle s'habille comme un homme. Pas tellement pour cacher son sexe, mais parce que c'est quand même plus commode de se battre avec un pantalon et des bottes qu'avec une grande robe. Et elle engage une petite troupe de femmes pour commencer. Et elle part avec un bateau, ça ne pose aucun problème. Et puis, il lui faut des moyens de subsistance. Donc, elle se met à agir en tant que pirate. Puis, elle agrandit sa troupe parce qu'elle rencontre un autre équipage qui vient de perdre leur chef. Comme on sait tout le monde connaît Alfil, on sait qu'elle est de haut rang. Et elle a quand même impressionné en partant comme ça. Donc, elle agrandit sa troupe. Et finalement, est-ce qu'elle va le recroiser la route de son bien-aimé ? Alors pendant ce temps, le pauvre prince Alf, qui est tout à fait désespéré et surtout extrêmement vexé de ne pas pouvoir bénéficier quand même tuer deux serpents de son trophée, bah oui, il a gagné tout de même la main de la belle, donc il se lance à sa poursuite. Ça va prendre un certain temps, il va y avoir toute une série de péripéties, et un beau jour, il entre avec ses bateaux dans un fjord et on aperçoit loin d'autres dracars qui sont échoués sur la rive. Alors, en ces temps-là, tout bateau qu'on aperçoit loin est un ennemi potentiel. Donc, immédiatement, Alfhild qui voit arriver ce bateau aussi, sans savoir, l'un et l'autre ne savent pas qui ils sont. Elle va à la rencontre de ces supposés assaillants et un combat s'engage immédiatement. Elle ne perd pas son temps à négocier, à discuter. On se rend dedans tout de suite. C'est un combat assez sanglant, comme toujours, dans ce milieu-là. Et au dernier moment, alors que le prince Alf se retrouve face au chef de ces pirates, sa bien-aimée, Alfhild de Gotland. Elle perd son casque miraculeusement, lequel tombe dans l'eau et surprise, le prince se trouve face à sa princesse, qui le reconnaît aussi. Ne me dis pas que ça finit mal. Princesse. Le combat s'arrête et l'histoire finit comme dans un conte de fées. Ils se marient, ils ont beaucoup d'enfants et Alfhild renonce à la piraterie. Voilà une première pirate dont on vous a raconté l'histoire. La prochaine s'appelle Jeanne de Belleville. Ne vous fiez pas à la douceur de son nom. C'était quoi son surnom ? La tigresse bretonne. On nous appelle toutes comme ça en Bretagne. À tout de suite sur RTL. Vous écoutez RTL. RTL. Ces braves gens, les aventures de Jeanne, celle qui devint pirate, la tigresse de Bretagne, une histoire de femme et de ses deux enfants. RTL, la curiosité est un vilain défaut. Celle qui fut la terreur du royaume des Francs. Jusqu'à 22h, Sidonie Bonnec, Thomas Hugues. Les femmes pirates sont nos curiosités du soir. Qui sont-elles ? Comment ont-elles marqué l'histoire ? Comment ont-elles réussi dans un monde si masculin ? On en parle avec Marie-Ève Sténuy, historienne de l'art et archéologue. Alors, nous sommes en France avec Jeanne de Belleville. Nous sommes au XIVe siècle. C'est une fille de bonne famille qui épouse Olivier III de Clisson, qui est accusé d'alliance avec les Anglais. Il va être décapité. Et c'est à ce moment que Jeanne de Belleville va entrer en piraterie. Qu'est-ce qu'elle va faire ? Elle va lever une armée, Jeanne de Belleville ? Elle va donc armer 3 bateaux avec l'aide du roi d'Angleterre, du roi Édouard, et pratiquer la piraterie dans la Manche. Mais cette carrière va être très violente, mais très courte, parce qu'avec ces 3 navires, elle va finir par être vaincue, bien entendu, par le roi de France, qui ne peut absolument pas laisser faire une chose pareille. Parce qu'en fait, qu'est-ce qui l'animait ? La vengeance, c'est ça ? Elle voulait venger l'exécution de son bien-aimé ? Oui, elle est tout à fait opposée au clan des Valois et en veut personnellement au roi de France pour l'exécution de son mari. Mais ça veut dire que c'était une mère de famille rangée et qu'elle s'est transformée en pirate comme ça, là, d'un claquement de doigts ? Oui, et elle a emmené ses enfants à bord, qui ont participé aux expéditions. Elle a d'ailleurs perdu un de ses enfants dans l'histoire parce que ça a rapidement mal tourné. On estime que c'est à peu près 1 an son activité. Au bout d'1 an, elle n'avait plus de bateau. Donc elle a fini par se retrouver dans une chaloupe avec ses 2 enfants survivants et à finir par rejoindre la Bretagne et le clan des Montfort qui l'ont hébergée. Et ce qui est amusant, si on veut, intéressant dans son histoire, c'est qu'après ça, elle a complètement refait sa vie.
c'est vraiment, elle a tourné cette page. Sachant qu'elle avait perdu, elle n'avait plus les moyens d'exercer cette vengeance, elle en avait assez fait. Et elle s'est remariée. Elle a réussi à récupérer petit à petit tous ses biens qui avaient été confisqués par le roi de France, parce que ses activités lui avaient valu le bannissement. Et un de ses fils, son fils aîné, a même réussi à devenir grand connétable de France. Il s'agit d'Olivier IV de Clisson. Et un grand connétable, c'est une sorte de grand maréchal, c'est le grade le plus élevé dans l'armée française. Alors quand on sait que son père avait été accusé de trahison, que sa mère a été bannie, c'est quand même un retournement étonnant. Oui. Marie-Ève Stenut, on peut aussi se demander si c'est pas une légende, cette histoire de cette bonne mère de famille, 5 enfants, Jeanne de Belleville, qui devient la tigresse de Bretagne et qui lève une armée de 400 hommes. Mais c'est pas du tout une légende. Alors, quelles sont les sources de cette histoire? Il y a l'acte de bannissement de Charles VI de Valois. Il y a la bulle du pape Clément VI qui répond à une demande de Charles qui se plaint beaucoup auprès d'Édouard. Et son histoire, on la trouve... Donc elle a un roi et un pape parmi ses ennemis, c'est ça? Pas mal, quand même. Et un chroniqueur, à commencer par Froissart, quelqu'un à qui on peut tout de même faire confiance, qui n'a pas écrit une biographie de Jeanne de Belleville, mais qui s'est beaucoup intéressé au connétable, à son fils Olivier. Et c'est en racontant l'histoire d'Olivier qui fait des allusions à ses parents et qu'on a l'attestation de ses exploits, si on peut appeler ça comme ça. Alors une femme pirate, c'est dangereux, on l'a vu, mais alors imaginez, quand 2 femmes pirates se rencontrent, ça fait forcément un duo d'enfer. On va raconter l'histoire dans un instant de Mary Read et Anne Bonny. Vous écoutez RTL. La curiosité est un vilain défaut. Anne Bonny, irlandaise. Mary Read, anglaise. Je me doutais bien que t'étais une femme. RTL. Capitaine, un navire entre dans la baie. En voilà une bonne surprise. C'est un navire de guerre espagnol. Jusqu'à 22h. Sidonie Bonnec, Thomas Hugues. Du rhum et des hommes, on n'a rien trouvé de mieux, non? Mais oui, c'est du bonheur ça. Mais nous, on est encore sobre à cette heure-là, donc tout va bien. Et on vous raconte l'histoire de ces femmes pirates avec Marie-Ève Stenut, qui est historienne de l'art, archéologue. Alors on est en Angleterre, fin du XVIIe, naissance d'une petite fille qui s'appelle Mary Read, élevée comme un garçon. Pourquoi? C'est un stratagème de sa mère. C'est son 2e enfant. Et le premier a un père qui a disparu en mer, quelque part, on ne sait pas très bien pourquoi, mais il a probablement peut-être tourné pirate aussi, mais enfin, toujours est-il qu'il l'a abandonné. Elle a bien entendu eu d'autres amants, et elle se trouve enceinte pour la 2e fois. Alors elle est fort embêtée parce qu'elle est sans ressources, mais elle se souvient que son premier mari avait une famille un petit peu aisée. Et au moment où elle met naissance à la petite Mary, le petit frère, le frère aîné, décède. Et alors la mère a l'idée de faire passer sa fille pour l'enfant de son premier mari, de façon à extorquer une pension auprès de sa belle-mère. Est-ce qu'on donnait plus facilement pour des petits garçons que pour des... Non, mais Marie n'a pas le même père. Oui, il faut la grand-mère n'allait pas intervenir pour cet enfant qui n'a pas de lien avec sa propre famille. Mais du coup, elle va rester garçon. Ensuite, Marie, dans sa façon de s'habiller... Elle va rester garçon pendant très longtemps. Pas seulement pour sa famille. Oui, elle va rester longtemps et presque toute sa vie habillée comme un garçon. D'abord parce que le stratagème va fonctionner un petit peu, mais tout va s'arrêter au moment du décès de la belle-mère. Et donc, Mary et sa mère se retrouvent dans la misère et Mary doit travailler très jeune. Et comme elle a toujours eu l'habitude d'être habillée en garçon, elle a des habitudes de garçon et elle ne va pas décider de devenir vraiment une femme de chambre. Elle va plutôt devenir valet et continuer à se comporter comme un homme. Ensuite, elle va avoir envie de voyager. Elle a des ambitions, des envies de bouger, de faire quand même quelque chose de sa vie et d'aventure. Et elle s'engage dans l'armée. Engagez-vous, vous verrez du pays. C'est un bon slogan. Et c'est exactement ce qu'elle fait.
toujours habillée comme un homme, et elle part en Hollande. À ce moment-là, on est à la fin du XVIIe siècle et à cheval sur le début du XVIIIe. Et elle part en Hollande dans l'infanterie, où elle se distingue, elle travaille très bien, elle se fait passer pour un homme. Et là, elle va tomber amoureuse. Elle va tomber amoureuse d'un soldat hollandais. Et ça veut dire qu'aux yeux de tous, c'est deux hommes qui tombent amoureux l'un de l'autre? Non, au départ, il y a pas de liaison entre eux. Il y a rien. Elle se contente d'être des bons compagnons. Et bon, Marie réfléchit quand même, à la façon dont elle va introduire l'histoire. Donc, elle s'assure d'abord d'un bon compagnonnage, de s'assurer des sentiments au minimum amicaux du dit soldat. Et quand elle pense qu'elle est acceptée, au moins pour ce qu'elle est en tant que garçon, elle lui révèle un soir dans la tente que elle a des seins et qu'elle est une femme. Vous avez fait un geste comme si elle soulevait sa jupe, c'est drôle. Pour ceux qui ne nous regardent pas sur RTL.fr. Et il faut aller sur RTL.fr, vous avez compris, c'est un second langage à voir à l'antenne qui est très important. En plus, on est très bien éclairé, on voit tout très bien. Voilà. Donc elle lui dit, je suis une femme. Oui, d'après l'histoire qu'il nous a racontée, elle lui montre ses seins. Donc je voulais plutôt faire un geste, plutôt faire le geste d'ouvrir mon corsage. On a bien compris, Marie-Ève Séduit. Alors il y a quand même un certain risque parce que elle se demande quelle va être la réaction du bonhomme. Peut-être qu'il va être effrayé, ou peut-être content d'avoir une maîtresse, ou décider d'en faire profiter les copains. On ne sait pas. Mais finalement, ça tourne très bien, et ils vont même se marier. Mais ce qui implique qu'ils vont devoir quitter l'armée, parce le mariage homosexuel, bien entendu, il est déjà pas facile partout aujourd'hui, mais bon, à l'époque, il n'en était pas question. Donc les voilà virés tous les deux de l'armée. Ils se marient officiellement, tous les officiers, tous les soldats viennent à la noce, et l'histoire très grand bruit. Elle est en femme à ce moment-là. Elle est en femme. À partir du moment où ils ont décidé de se marier, elle révèle qu'elle est une femme. Donc évidemment, on la vire de l'armée. On peut pas garder de femme officiellement dans l'armée. Et ils ouvrent ensemble une auberge. Et comment elle va devenir pirate, cette Mary Read? Eh bien, parce qu'elle est mariée aubergiste, là. Voilà. Vous nous dites Mary Read, et en fait, ça va devenir une des pirates les plus célèbres. Qu'est-ce qui se passe dans sa vie? Mais il se passe que leur petite affaire d'auberge qui marche très très bien au début, parce qu'il y a énormément de curieux qui viennent pour écouter en fait c'est cette histoire extraordinaire d'anciens soldats qui en fait étaient une femme. Bon, les gens viennent pour les écouter raconter. Puis c'est la guerre, donc il y a beaucoup de soldats, il y a beaucoup de clients. Puis arrive la paix de Ryswick et les troupes se retirent. Donc l'auberge perd une partie de sa clientèle et son mari décède. À ce moment-là, comme les affaires ne marchent plus, elle décide de repartir. Et elle a entendu parler de beaucoup de femmes hollandaises qui s'embarquent pour les Indes orientales. Et elle décide de tenter sa chance, mais de partir plutôt vers l'ouest, plutôt dans un pays où on parle anglais, les Amériques. Et elle s'embarque donc comme marin. Sur un bateau, de nouveau, elle reprend son costume d'homme, c'est le marin Reed, qui est enregistré sur les rôles d'équipage. Et en cours de route, le bateau, avant même d'arriver aux Antilles, le bateau est arraisonné par des pirates. Donc elle se trouve enrôlée de force, en fait, presque. Oui, en fait, les pirates avaient toujours besoin de main d'œuvre. Donc ils avaient une habitude qui était de proposer aux équipages de leur prise, soit d'accepter la mort, soit de venir les rejoindre de leur plein gré, si on peut le dire comme ça, pour travailler avec eux. C'est ce qu'a décidé Mary. Et on va continuer de raconter son histoire. Vous répondrez dans un instant à la question de Jacques qui nous appelle du Loir-et-Cher. Le sobriquet de Mary Read était-il Bloody Mary? Réponse dans un instant sur RTL. La curiosité est un vilain défaut. Anne Bonny, irlandaise. Mary Read, anglaise. Je me doutais bien que t'étais une femme. Vous écoutez RTL. 20h-22h, Thomas Hugues, Sidonie Bonnec. La curiosité est un vilain défaut. Mary Read et Anne Bonny, de femmes pirates devenues amies. On va raconter cette histoire avec Marie-Ève Sénuit, historienne et archéologue. On a une question de Jacques du Loir-et-Cher qui nous demande:
Est-ce que le sobriquet de Mary Read, c'était vraiment Bloody Mary ? C'est très bien trouvé, mais aucune source que j'ai eu l'occasion de consulter ne l'atteste. Mais est-ce que c'était une pirate sanguinaire ? Pas particulièrement, pas plus que les autres. Les témoins au cours de son procès ont prétendu qu'elle était toujours parmi les dernières à combattre, et le jour de leur arrestation, elle était effectivement avec Anne les dernières à résister. Peut-être que Jacques, notre auditeur, est juste à l'apéro, c'est pour ça qu'on parle de Bloody Mary. C'était peut-être une vanne, et elle est très bonne en tout cas. Merci à vous, Jacques, et surtout merci d'écouter La Curiosité tous les soirs sur RTL, 20h, 22h. Alors Mary Read, on a raconté son histoire, et elle rencontre Anne Bonny, c'est-à-dire qu'au même moment, il y a deux femmes comme ça dans le même pays qui vont grandir, devenir deux pirates célèbres, et finalement, elles vont se rencontrer. Dans quelles circonstances ? Ces circonstances ne sont pas très claires. On ne sait pas très bien. Parce que Mary, après avoir fait une première carrière de pirate, va bénéficier d'une amnistie et puis retomber à nouveau dans la piraterie exactement de la même façon, en se trouvant sur un bateau qui va être raisonné par des pirates. Et ce pirate-là, c'est John Rackham, surnommé Calico Jack, qui est un pirate quand même de seconde zone. Mais c'est Rackham le Rouge ? C'est le personnage qui a donné naissance à la légende de Rackham le Rouge, okay. En effet. Mais c'est pas vraiment, c'est pas quelqu'un de très très intelligent, et c'est pas quelqu'un qui a eu une carrière formidable. Je pense que il doit beaucoup de sa notoriété justement au fait qu'il a eu ces deux femmes sur son bateau. Et Rackham avait une maîtresse, qui est donc Anne Bonny, qui est pas anglaise, elle est d'origine irlandaise et d'un milieu complètement différent de celui de Mary. On l'a déjà raconté. Et quand Mary est incorporée dans cet équipage, elle y est toujours incognito, disons sous ses habits d'homme, tandis que Anne se promène tantôt habillée comme une femme, tantôt habillée en homme pour des raisons purement pratiques. Mais tout le monde sait qu'elle est la maîtresse de Rackham. Ce qui va d'ailleurs donner lieu à un quiproquo, parce que Anne et Mary vont très bien s'entendre dès le départ, Anne ne sachant pas que Mary est une femme. Et Anne n'est pas une femme extrêmement fidèle. Avant de rejoindre Rackham, elle a abandonné un premier mari sans aucun état d'âme. Ça veut dire qu'Anne Bonny va tomber amoureuse de ce marin Reed et lui faire des propositions, suite à quoi Mary va être obligée de lui révéler d'ouvrir son corsage, rappelez-vous. Voilà, oui. C'est la technique de révélation des femmes pirates. Et donc elles deviennent amies. Oui. Deux femmes qui après cette première déception, elles vont être encore plus complices et s'entendre très bien. Anne va conserver le secret de Mary pendant un certain temps, en mettant simplement Rackham dans la confidence, parce que Rackham a développé une jalousie envers cette amitié qui voit se forger entre sa maîtresse et ceux qui pensent être un autre homme. Alors toute cette bande de pirates, Rackham, Mary Read, Anne Bonny, cette bande va être arrêtées, et ces deux femmes vont se retrouver sur le banc des accusés, et elles doivent normalement être décapitées. Et que va-t-il se passer ? Car ça ne va pas se terminer comme ça. Elles doivent être pendues. Pendues, pardon, excusez-moi. C'était le sort qu'on réservait aux pirates. On les pendait et puis on exhibait leur corps dans un carcan de métal accroché à un gibet, à titre dissuasif. Et alors, qu'est-ce qui va leur permettre d'échapper à ce sort funeste ? Eh bien, elles seront condamnées exactement à la même peine que les hommes qui étaient à bord, et elles ne vont rien dire pendant tout leur procès. Elles ont été jugées séparément. Dès qu'on s'est aperçu qu'il y avait des femmes, on les a mis un petit peu de côté, et on a fait un procès spécialement pour elles, 10 jours après l'exécution de Rackham et de sa bande. Et on découvre que Mary Read et Anne Bonny sont enceintes. Alors, elles ne vont rien dire jusqu'à l'énoncé de leur peine. Et à partir du moment où l'énoncé est prononcé, qu'elles se voient condamnées à mort, elles décident de parler. Elles ne demandent pas la grâce, elles demandent simplement à ce qu'on puisse surseoir à leur exécution parce qu'elles sont enceintes.
qui crée une grande consternation, évidemment, au tribunal. On envoie bien entendu une sage-femme pour vérifier leur dire. Et il se fait que oui, effectivement, par hasard, elles se trouvent toutes les deux enceintes. Anne est évidemment enceinte de Rackham et Mary est enceinte d'un marin dont elle était également tombée amoureuse. Voilà, Mary Read et Anne Bonny, deux femmes pirates, deux femmes mères de famille finalement. Des histoires que vous racontez et qui sont passionnantes dans Femmes pirates, les écumeuses des mers aux éditions du Trésor. Et vous publiez aussi une histoire formidable, on parle de frères, les frères Y, c'est aux éditions Le Castor Astral. Merci infiniment. Merci Marie-Ève Steny. Vous écoutez RTL.